Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Talks d'Humanis. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Humanis, c'est le mécénat de compétences. De quoi parle-t-on? Quels bénéfices pour les collaborateurs, pour les associations et pour l'entreprise? Eh bien, toutes ces questions, je vous propose d'aller les poser à nos invités ici présents. Allez, retrouvez-moi sur le plateau. Voilà, on se retrouve sur le plateau d'Humanis. Donc pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le premier d'entre nous, notre directeur général, Olivier Poligny. Olivier, bonjour. Bonjour Cyril. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler d'un sujet qui, je le sais, on va se tutoyer, qui, je le sais, te tient particulièrement à cœur, c'est le mécénat de compétences. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est ? On parle d'un dispositif cadré et encadré par la loi qui permet aux entreprises de mettre à disposition les collaborateurs qui offrent leurs compétences professionnelles ou personnelles à des associations ou à des ONG. C'est d'autant plus important dans la période de crise sanitaire et de crise économique que l'on traverse avec la Covid 2019. Que nos entreprises puissent faire preuve de générosité et proposer à ses collaborateurs d'également avoir de la solidarité et de la générosité. Et le tout pendant leur temps de travail, c'est ça qui est... Le tout sur leur temps de travail. D'accord. Alors, Humanis a lancé un programme de mécénat de compétences l'année dernière. Tu peux nous en dire plus ? Oui, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a décidé de lancer ce programme-là. Alors l'idée, elle est merveilleuse, c'est... prendre le temps disponible de nos collaborateurs, et on pense dans nos métiers principalement aux ingénieurs qui sont entre deux missions et qui attendent de pouvoir proposer leurs services, se rendre utiles. Donc c'est une véritable chance de pouvoir avoir ce dispositif à disposition sur le marché français. Donc ça s'adresse, nous sommes un groupe international, mais ça s'adresse uniquement pour l'instant aux collaborateurs français, et on a des résultats qui sont extrêmement positifs. Donc ça veut dire que je suis un ingénieur chez Humanis, je termine une mission dans une banque, je suis de retour au bureau. Généralement, il peut se passer un laps de temps avant que je retrouve une nouvelle mission. Donc ça veut dire que je peux m'occuper sur ce laps de temps pour aller partager, donner de mon temps à des associations, c'est ça ? C'est ça, c'est de manière proactive. On peut regarder en amont donc, sur une plateforme dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure un peu plus. Les différentes missions proposées. On a, nous également, en tant que société, on va vers ces collaborateurs qui ne connaissent pas tous encore le cœur Humanis et donc ce programme de mécénat de compétences pour leur expliquer et leur proposer ces missions. En parallèle, évidemment, des missions plus professionnelles que nous leur proposons pour les remettre le plus possible dans un cadre professionnel. Donc c'est toi, en tant que directeur général, qui a mis en place, imposé entre guillemets ce programme de mécénat de compétences, donc en juillet 2019. Quelles étaient tes motivations ? La première motivation, c'est d'essayer de faire un tout petit quelque chose pour aider ces associations et ces ONG qui ont des difficultés en termes de budget de fonctionnement. Donc ça, c'est une aide non négligeable qu'on peut apporter à ces associations. La deuxième, c'est qu'on nous demande régulièrement, en termes d'attente de nos collaborateurs, c'est d'avoir des entreprises qui soient responsables, des entreprises qui mettent du sens dans leurs actions. Là, je pense qu'avec un sujet tel que celui-là, on ne peut parler que de sens, donc de générosité, de solidarité. Donc ça nous a encouragés à développer ce programme ensemble. Et on a évidemment une attractivité et une marque employeur qui est améliorée. Et on espère aussi que ça contribue à la fidélité de nos collaborateurs, d'avoir la fierté de travailler dans une société comme la nôtre. Alors ce programme de mécénat de compétences, baptisé Cœur Humanis, a maintenant un peu plus d'un an. Donc quel premier bilan fais-tu de cette opération ? C'est un bilan qui est extrêmement positif puisqu'on a vu en termes de communication, en termes d'implication de nos collaborateurs, on a plus de 500 jours qui ont été mis à disposition des associations. On a une centaine d'associations avec lesquelles nous travaillons et on est en train de développer des partenariats de plus en plus intéressants, sophistiqués pour eux.
Donc c'est très très positif. Si je devais citer quelques noms, mais j'en oublierais évidemment beaucoup, mais on peut parler de Plan d'urgence, on peut parler d'ELA, on peut parler des EHPAD avec lesquels nous travaillons. On est en relation, et tu le sais mieux que moi, avec la SPA actuellement et de très très belles organisations avec lesquelles nous allons chercher à proposer nos services. Oui, Médecins sans frontières notamment, avec lesquels il y a de gros projets qui se dessinent. Alors, pour lancer ce projet de mécénat compétences, on a décidé de se faire accompagner. On s'est fait accompagner, oui, de Coeo, qui a déjà une réputation et c'est un des pionniers de ce secteur d'activité. Alors l'avantage de faire appel à une société comme Coeo, c'est de ne pas réinventer la roue, de utiliser leur savoir-faire. Il y a également un certain nombre d'obligations légales sur lesquelles on ne pouvait pas se permettre de tâtonner. Donc oui, Coeo nous a permis d'organiser, d'orchestrer et de rendre encore plus efficace notre dispositif. Oui, jouer le rôle d'accélérateur. Mais justement, notre premier invité, c'est Jean-Michel Pasquier, qui est le fondateur de Coeo. Donc je te propose de l'accueillir. Jean-Michel, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour Olivier. Donc Olivier vient de nous le dire, Coeo a contribué largement au déploiement du programme Cœur Humanis au sein de notre entreprise. On l'espère. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur votre action ? Oui, alors nous on est un peu l'acteur pionnier dans ce domaine puisqu'on a été créé en 2008-2009 avec une vision et un credo en quelque sorte qui était de mettre de la RSE dans les RH et des RH dans la RSE via le mécénat de compétences. Et donc on a créé effectivement des modules d'accompagnement pour permettre aux organisations, aux entreprises, d'engager leurs collaborateurs auprès d'associations locales. Donc, très concrètement. Sachant qu'au sein de votre offre, notamment ce dont on a bénéficié, c'est la mise à disposition d'une plateforme Voilà. qui nous permet de... je te laisse expliquer. Alors en fait, on s'est aperçu assez vite, en tant qu'intermédiaire, en fait, que aller au-devant du monde associatif nécessitait un investissement homme et temps énorme, puisque le monde associatif est assez paradoxal. Il a des besoins effectivement récurrents et qui sont en plus sur une courbe exponentielle. Mais il faut l'animer, il faut être derrière, il faut effectivement leur demander sans arrêt quels sont leurs besoins, faire vraiment du push et du pull. Et donc à partir de là, on s'est dit on va créer, très tôt, en 2009 on a commencé, créer des outils numériques qui permettent aux associations de poster leurs demandes, que bien évidemment nous on modère et on valide, et également de permettre aux collaborateurs de pusher, donc de pousser leurs compétences spontanément auprès d'associations pour favoriser le côté opérationnel des choses et ensuite cadrer les missions tout au long des process de mise en place des missions. Demande d'absence au N+1, signature de la convention en ligne qui encadre chaque mission, émargement par l'association du temps de présence du collaborateur et puis bilan de fin de mission par les deux parties. Donc c'est ce que tu appelles une marketplace solidaire, c'est ça ? C'est une marketplace, mais qui va au-delà de la marketplace qui souvent est limitée à une offre et à un besoin. Là, on est vraiment sur l'encadrement de l'ensemble du process, ce qui est très important, et ce qui vous permet à vous, en tant qu'entreprise, mécène et employeur, d'avoir des datas, d'avoir un dashboard qui vous permet d'avoir le nombre de collaborateurs engagés, qui est parti quand, combien de temps, etc., d'avoir toutes les datas en fait en temps réel du programme d'engagement. Aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au mécénat de compétences. Quel conseil donnerais-tu à un chef d'entreprise qui souhaite, comme Humanis, déployer ce type de programme ? Alors le conseil numéro 1, il y en a deux en fait. Le premier, c'est de partir sur le long terme. Quand on met ça en place en interne, ce n'est pas un gadget RH, ce n'est pas un gadget RSE, c'est avec une volonté de s'inscrire, je dirais, indéfiniment dans la génétique, dans l'ADN de l'entreprise. Aller accompagner des assos, ça peut être effectivement des missions très ponctuelles, mais les assos sont en attente de partenariats de long terme. Ça, ce long terme est très très important. Et puis la seconde chose, c'est d'y aller doucement, c'est-à-dire de commencer avec une volumétrie mission, avec peu de jours, pour voir comment le taux d'adhésion se transforme en interne, et après monter en puissance doucement. Donc y aller qui va piano, va sano, et c'est comme ça qu'on avance. Olivier, tout à l'heure, parlait d'une vraie réussite au bout de 12 mois. Alors, en quoi le programme de mécénat de compétences Cœur Humanis peut-il être inspirant pour d'autres entreprises ? En fait, on s'aperçoit d'un effet boule de neige. Nous, on a été créé en 2009, je le disais tout à l'heure. Donc, on a eu vraiment une zone un peu désertique entre 2009 et 2010-2011. Et les premiers exemples concrets et opérationnels qu'on a pu présenter aux autres entreprises ont effectivement incité des entreprises à se lancer.
On est en France. En France, on est souvent dans l'innovation. C'est super, mais j'attends que les autres le fassent pour le faire. Et c'est souvent l'exemplarité, entre guillemets, au sens sémantique du terme, qui va entraîner d'autres acteurs. Donc on a vu effectivement qu'à partir de 2011-2012, il y avait un effet d'entraînement qui était assez intéressant. C'est pour ça que des acteurs comme vous sont très importants pour nous, parce que ça permet d'aller au-devant de d'autres organisations. Oui, sachant que l'activité ESN, j'imagine, est propice à la mise en place de mécénat de compétences. Voilà, elle est compliquée parce que l'interco est compliqué à gérer, mais elle est fabuleuse parce que ça ouvre des champs énormes. On le voit, Olivier, directeur général, porte ce projet. C'est important ? C'est vital. Si ce n'est pas porté par le management, par le top management, ça prend moins par définition. Donc il y a un effet courroie, il y a un effet vraiment multiplicateur. Donc oui, c'est important, bien sûr. Ouais, sachant que si on prend le cas d'Humanis, le projet est incarné par Olivier, mais porté opérationnellement par, chez nous, la direction de la communication en relation avec les équipes RH. C'est ce qu'on trouve généralement dans d'autres entreprises. Alors ça dépend des organisations. Le management, par définition, va être impliqué, le top management. Après, il peut y avoir la fondation d'entreprise, quand elle existe. Il peut y avoir la RSE, quand elle existe. Donc il y a différents acteurs, de toute façon, qui ont leur mot à dire, puisqu'on est sur une dimension RSE et RH. Et au-delà de ça, ce qui est vital, de toute façon, pour le mécénat de compétences, quel que soit le métier, quelle que soit l'organisation, c'est le middle management, c'est les N+1, c'est-à-dire impliquer et informer dès l'amont les N+1 pour leur dire on a un dispositif qu'on met à votre disposition, à vous de vous en emparer pour en communiquer auprès de vos collaborateurs. Ça, c'est aussi le rouage essentiel. Olivier, un commentaire ? On peut voir que sur la récurrence en fait, des missions, un collaborateur sur la première mission est un peu surpris, on vient le chercher, on lui propose des choses, il est curieux. Et le taux en fait, de reconduction, je ne sais pas si on peut parler de taux de reconduction dans ce cas de figure, mais ils reviennent. En fait, le collaborateur qui a donné de son temps a envie de redonner de son temps une deuxième, une troisième, une quatrième fois, voire pour certains, ils l'ont fait à titre de bénévole en dehors du cadre du travail. Parce qu'ils y ont pris goût. Donc ces aventures humaines, elles sont fabuleuses. Et je trouve que là, on associe le côté professionnel, du côté personnel, en mettant ce qu'on nous demande, beaucoup de sens. Tout à fait. Et puis on s'aperçoit que ce qu'on dit souvent aux entreprises, le meilleur vecteur de communication, c'est la machine à café. Donc c'est souvent, et donc le Covid, c'est un peu plus difficile, c'est le café virtuel. Mais c'est vrai que c'est vraiment le message qui passe entre les collaborateurs qui permet d'alimenter le degré d'engagement. Donc il faut un peu de temps au début, mais une fois que le cercle vertueux s'est mis en place, ça peut aller assez vite au niveau de la mise en place. Et c'est vrai que nous, on arrive là à 100 000 heures à peu près en 2020 en cumulé, depuis le début de l'activité, et on s'aperçoit qu'on a vraiment une courbe qui est un peu exponentielle, heureusement d'ailleurs. Heureusement pour les assos, parce que derrière, elles en bénéficient de façon concrète. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci. Olivier, maintenant je te propose d'accueillir une association. Donc, c'est une association, les Jardins d'Alcinos, et donc elle est représentée par son fondateur, Alain Géziot. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Alain Géziot, qui est à la tête d'une association qui nous tient particulièrement à cœur, les Jardins d'Alcinos. Alors Alain, on a eu la chance de te rendre visite, on a fait un reportage, c'était juste avant le confinement. Ce que je te propose, c'est de le regarder, on se retrouve après. Cette épicerie solidaire, elle est ouverte à toutes les personnes qui sont dans la nécessité, qui sont envoyées par les travailleurs sociaux. Notre but, c'est que ces personnes-là viennent pour acheter des produits de qualité à bas prix, avoir aussi la diversité, manger sainement. Il y a une corrélation très forte entre le fait de manger mieux et d'être en meilleure santé. Et donc là, on a modifié un peu certaines règles des épiceries solidaires classiques où il y a presque exclusivement des boîtes de conserve. Là, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fruits et légumes et il y a des produits frais. Donc pour arriver à faire ça, il faut donc des ressources importantes en termes d'espace. Il faut des ressources alimentaires, c'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup de magasins pour avoir une diversité. Avec peu de magasins, on n'a pas beaucoup de diversité. Et concernant les ressources humaines, ça veut dire que qui dit quelque chose de plus grand et donc de plus complexe, ça demande de plus de bénévoles et ça demande de résoudre d'autres problèmes. Et pour ces problèmes-là, il faudra des personnes qui ne sont pas seulement à aider dans l'épicerie, mais qui sont des personnes ressources, par exemple pour fabriquer un logiciel ou pour faire de la gestion ou du marketing. Donc c'est en ça qu'on est intéressé pour développer un partenariat avec Humanis pour ces ressources-là aussi, qui demandent un peu plus de temps, de développement qu'une personne qui vient dans l'épicerie un jour. En fait, on vient pour trier les légumes, les fruits et les ranger pour que ce soit
bien aménagé afin que les clients puissent venir se sentir à l'aise, un peu comme un supermarché. Chez nous, les personnes, quand ils viennent, ils regardent les frigos en haut. On ne veut pas qu'ils regardent en bas parce que d'habitude, les personnes, quand ils passent dans les magasins, ils regardent toujours les prix bas, donc ils baissent la tête. Là, il faut lever la tête. S'il y a juste un seul panier qui est bâclé, qui est mal fait, c'est comme si on touche à la dignité de la personne. Ça m'a tellement plu que du coup, j'ai demandé à venir tous les mercredis et j'encourage les gens à le faire. Ouais. C'est une très bonne expérience. Chaque client vient chez nous ici, c'est comme s'il est à la maison. Enfin, c'est comme s'il est chez lui. C'est pas un numéro de dossier. Si vous voyez toute la présentation, c'est le côté humain. On travaille, fait en sorte pour que ces personnes-là soient accueillies humainement déjà et dignement. Et c'est un échange humainement très très fort. Et à force, il y a des liens qui se créent avec des clients et c'est que du bonheur. Alain, merci pour ce reportage. On le voit, votre épouse Saadia joue un rôle très important dans l'animation de l'association. Oui, on peut dire que c'est la pierre angulaire du Jardin Alcinos, de notre épicerie solidaire, parce que la part de l'accueil est importante. Il n'y a pas seulement le fait que les gens qui viennent dans une épicerie solidaire, ils ont tous exclusivement peu de moyens, que ça disons de l'étudiant jusqu'au retraité. Mais franchir le pas la première fois, c'est assez difficile. Et pour ce faire, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui sache les recevoir personnellement. Qu'est-ce qui différencie l'épicerie solidaire des restaurants du cœur? Alors, c'est vraiment différent parce que dans les restaurants du cœur, et là, vous avez un rôle important avec les bénévoles d'Humanis qui viennent chez nous, il y a un rapport qui est direct, et je veux dire un rapport entre le client, parce que c'est des clients, c'est des gens qui viennent, et c'est très important de venir faire des achats quand on a peu de moyens plutôt que de recevoir. C'est vraiment lié au don et c'est quelque chose de fondamental. Et donc, encore une fois, le rapport de nos bénévoles avec les clients, ils se connaissent, quoi. Enfin, on tutoie souvent les bénévoles, on est content de les revoir. Et donc, c'est un lieu où on vient acheter des produits qui sont moins chers, mais on vient aussi voir des gens qui sont bienveillants envers soi. D'accord. Et puis, ce sont des produits de qualité, on l'a vu dans le reportage. Oui, on essaie toujours de nous améliorer par rapport à l'offre qu'on peut présenter. Donc Humanis vous accompagne dans le cadre du mécénat de compétences. Donc que fait-on exactement et est-ce que c'est important pour vous, j'imagine, d'avoir ce type de soutien? C'est très important d'avoir des bénévoles et d'avoir des bénévoles d'Humanis pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'une activité comme la nôtre, eh bien, on ne peut pas avoir beaucoup de salariés parce que c'est dans la structure même du fonctionnement de l'association. Eh bien, on fait peu de marge et donc on peut avoir peu de salariés. Et pour autant, on a besoin, en tout cas, on souhaite aider le plus grand nombre. Donc pour ce faire, pour aider le plus grand nombre, il nous faut des bénévoles. Et donc ce qu'il y a de très bien avec Humanis, c'est qu'ils viennent d'un même lieu. Et puis aussi, leur formation, enfin je ne parle pas, c'est la plupart du temps, c'est des consultants qui ont une formation d'ingénieur. Et quand bien même c'est des tâches plutôt pratiques et manuelles qu'ils ont à faire, ça se passe très bien. Donc c'est quelque chose dont on est très content et dont on a besoin pour faire ce qu'on fait, pour poursuivre notre activité. Donc concrètement, que font-ils? Ils viennent à la journée. C'est quoi la journée type d'un collaborateur Humanis au sein de l'épicerie solidaire? Alors je dirais d'abord qu'il y a deux types de personnes qui viennent d'Humanis. Il y a celui qui vient ponctuellement. Alors on va lui dire c'est quoi le programme de la journée. Et puis il y a celui qui a l'habitude de venir. Alors voilà. Et celui qui vient ponctuellement, bien, il se fait un peu coacher on va lui dire voilà qu'est-ce qu'il doit faire. Donc en général, on prépare l'épicerie. Et pour préparer l'épicerie, ça veut dire on prend des produits alimentaires, on les met dans les rayons. Dans les rayons, etc. Et puis après, ça c'est la première partie, c'est le matin. Après, il y a le déjeuner. Et puis la deuxième partie, c'est l'accueil des clients. D'accord. Et puis, il y a une troisième partie parfois où on va tout remettre en stock.
Et alors, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont intervenus? Oui, il y en a près de 50. D'accord. Et dans ces 50-là, donc, il y a ceux qui viennent je veux dire, une fois, ponctuellement, et d'autres qui viennent très régulièrement. Et donc certains, on pourrait dire, je crois, qu'ils font partie maintenant un peu de notre structure, quoi. De la famille. Oui. Alors, il y a aussi d'autres projets, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alain a de multiples projets, et notamment des projets informatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors là, ce projet qu'on vient aujourd'hui, qui va être mis en ligne encore au moment présent, enfin, on se parle, on va dire que c'est la conjonction de deux choses. Un, du temps présent, avec la Covid, avec ce temps tout à fait particulier, et puis aussi du fait, comment dirais-je, des qualités et des compétences qu'Humanis peut nous mettre à disposition. Comme j'ai dit dans la première partie, enfin, c'est les gens qui viennent d'Humanis, ils viennent pour des travaux manuels, pour la plupart, alors que pour l'établissement, pour la réalisation de cette plateforme e-commerce pour des personnes toujours qui ont peu de moyens, là, ça a pris... les gens travaillaient sur leurs propres compétences, et ça a pris donc plusieurs mois. Voilà, donc vous avez fait appel aux compétences digitales d'Humanis pour développer un portail. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de permettre notamment à des personnes âgées, des personnes peut-être qui ont des problèmes de mobilité, de pouvoir commander à distance des produits et de se les faire livrer, c'est ça? Ou de les pré-réserver? Oui, pour l'instant, ce serait surtout pour le drive. En fait, il faut revenir avec l'idée qu'aujourd'hui, encore une fois, avec la Covid, c'est très difficile pour les commerçants et principalement pour les petites structures de mettre les moyens qu'il faut pour sécuriser les lieux, pour que les gens, qu'il n'y ait pas tellement de contact. Donc le drive, c'est quelque chose de tout à fait adapté au moment. Et donc nous, on s'adresse à tout public qui est en difficulté. Donc ça va des étudiants, donc sur un campus, ou donc avec un drive, jusqu'aux seniors avec peu de mobilité. Et donc cette solution permet de le faire. Mais elle a aussi émergé parce qu'on a pu travailler avec vous dans un premier temps sur des bénévoles qui sont venus dans l'épicerie. Là, on a des associations qui regardent cette émission, qui ne connaissent pas tout le mécénat de compétences. Nous, on le découvre chaque jour. Quels conseils aimeriez-vous donner à une association qui souhaiterait faire appel au mécénat de compétences? La première, c'est de savoir ce dont ils ont vraiment besoin. Parce que quand on prend quelqu'un, même s'il est très compétent, mais quand il vient quelque part et s'il ne sait pas ce qu'il a à faire, c'est quand même difficile et puis il peut s'ennuyer. Alors, quand on sait ce qu'on a vraiment à faire, ce que j'ai vraiment remarqué par rapport aux personnes qui venaient dans le mécénat de compétences, à l'inverse d'autres personnes où la motivation était moindre, c'est de définir, on va dire, sa mission, qu'elle soit ponctuelle ou qu'elle soit sur une période plus longue. Et puis dans cette mission-là, de trouver, on va dire, des moments de plaisir et qu'elle trouve ça plutôt agréable. Mais il faut définir la mission et puis après, voir, je pense, quelles sont les personnes qui cadrent le mieux avec ce type de mission. Olivier, j'imagine que c'est une fierté pour Humanis de pouvoir accompagner l'épicerie solidaire. Ce genre de projet, d'association, d'échange, en fait, font on est évidemment très fiers d'avoir monté ce mécénat et Cœur Humanis. Donc ça fait chaud au cœur d'entendre tout ce que vient de dire Alain. On retrouve en fait au travers tout ce que tu as pu exprimer, l'ADN d'Humanis avec ses valeurs, une notion de responsabilité, de respect, d'excellence, et aussi de convivialité, parce que dans ce que j'ai pu entendre, c'est l'accueil du client, parce que ça reste un client, même s'il ne paye pas cher, effectivement, et l'accueillir avec dignité, avec beaucoup de bienveillance, me fait aussi chaud au cœur de savoir que nos collaborateurs ont cette capacité, ce dont je ne doute pas une seconde, de donner leur temps, d'accueillir, d'être bienveillants pour ce type d'association. Après, c'est aussi une fierté parce qu'on met en place un partenariat, un soutien qui est technologique. On a parlé de cette plateforme qu'on pourrait qualifier de click and collect et du temps où on est juste en train de distribuer des produits et donc de la nourriture à ses clients.
Et donc ça, oui, ça fait chaud au cœur. Et peut-être le dernier point que je voulais relever, c'est que, et vous pourrez en être vous très fiers, c'est que 50 collaborateurs qui passent au sein de votre association, c'est du bouche à oreille en interne, ça se passe à la machine à café, et les uns et les autres expliquent que cette association, elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait accueillir, et on se sent bien chez vous. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez autant de succès chez Humanis. Oui, puis c'est une relation riche en émotions, parce que j'ai envie de citer quand même cette anecdote, Alain, parce que pour nous c'est assez rare. Hein. Olivier, tu te rappelles, un jour on a eu la visite de l'association avec des gâteaux pour remercier nos collaborateurs. Je crois que vous étiez particulièrement satisfait de la qualité de nos collaborateurs. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement inhabituel et touchant. Et ça nous donne d'autant plus envie de nous investir pour votre cause, pour votre association. Pour terminer, peut-être un message aux associations, parce que toutes ne connaissent pas le mécénat de compétences, ne font pas appel au mécénat de compétences. Donc quel conseil donneriez-vous à une association qui souhaiterait se dire « Tiens, mais là, il y a peut-être quelque chose, on peut peut-être nous aider ». Alors comment lancer ce type de projet, mécénat de compétences ? La première chose est probablement de définir au mieux ses besoins et peut-être aussi les attentes en termes de, pas de personnalité, mais en tout cas, voir chez vous les personnes, mais il y a un portail pour ça, les personnes qui sont intéressées par quel type de projet. Et je crois que c'est vraiment un pari gagnant-gagnant pour une grande société comme pour l'association et pour les personnes. Il y a une chose aussi qui est assez drôle, c'est qu'il y a des personnes qui se rencontrent. Hein, quand on commence à avoir 50 ou plus de bénévoles, il y a des personnes qui se sont d'abord rencontrées dans notre association avant de se voir dans les bureaux d'une grande structure, puisque par définition, quand on est très important, tout le monde ne peut pas se rencontrer. Et donc, il y a des répercussions qui sont vraies pour nous, enfin positives, quoi, mais qui peuvent, de mon point de vue, l'être aussi pour une grande structure qui pratique le mécénat de compétences. Puisqu'on est sur les associations, j'en profite pour rappeler que pour pouvoir faire appel au mécénat de compétences, une association doit être reconnue d'intérêt général. Alain, merci beaucoup. Merci pour ta générosité, ton engagement. On est très fiers de pouvoir accompagner ton association au quotidien et on espère que ça durera longtemps. Olivier, maintenant je te propose d'accueillir 2 collaborateurs qui donnent de leur temps à Cœur Humanis. Fadma, Eric, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, on est un petit peu en famille, là on porte tous les couleurs Humanis. Donc vous avez entendu, Alain Géziot est particulièrement enthousiaste. Hein, pour lui, le fait d'avoir ce soutien d'Humanis, c'est un vrai plus. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quid des collaborateurs qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser des missions Cœur Humanis? Alors on va commencer par Fadma. Donc Fadma, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Tu fais quoi chez Humanis exactement? Moi, je suis chef de projet senior. Ça fait 3 ans que je travaille chez Humanis. Je mets en place les projets informatiques chez les clients. D'accord. Et alors, donc tu as réalisé plusieurs missions Cœur Humanis. Tu peux nous dire lesquelles? Oui, donc j'ai été chez les jardins d'Alcinos et la maison de parents. J'ai été plusieurs fois aider Alain et Sadia dans le cadre de la mise en place de l'épicerie, et j'ai aidé 2 jours à la mise en place d'une carte dans la maison de parents à Suresnes. Ouais, sachant que la maison de parents, c'est une association qui est en lien avec, je crois, l'hôpital Foch, c'est ça? Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est d'accueillir les parents d'enfants malades et de leur proposer des services. Oui, tout à fait. Et donc, tu as réalisé une carte, c'est-à-dire? Donc, pour la directrice, il fallait mettre à disposition une carte avec tout ce qu'on pouvait visiter autour de Suresnes, donc autour de... Un guide touristique. Voilà. Donc dans les 2 cas, ce ne sont pas des compétences informatiques. Pour autant, j'imagine que tu t'es senti utile auprès de ces 2... Oui, tout à fait. C'est vrai que, en plus, moi, ça m'a permis de connaître un peu Suresnes, parce que ce n'est pas mon coin. Et du coup, j'ai pas mal paluché. J'ai été à l'office du tourisme, j'ai regardé tout ce qu'on pouvait visiter. Donc j'ai mis en place cette carte pour faciliter un petit peu les allées et venues des parents qui étaient là pour une longue durée, vu leur enfant malade. Alors, si on reprend l'association d'Alain Géziot, donc l'épicerie solidaire, tu y es retourné plusieurs fois. J'imagine que c'est parce que ça te plaisait. Qu'est-ce qui te plaisait dans la mission qui t'était confiée?
C'est vrai que donner de son temps, c'est vrai que c'est important. On sort un petit peu de notre quotidien parce que moi je travaille dans l'IT, donc j'ai des clients, on me demande de faire tel ou tel projet que je mets en place. Et donc on a un peu ce stress effectivement sur les projets IT. Là c'est différent parce qu'on arrive, on est un peu comme en famille. Donc là, avec Sadia et Alain, on a mis en place donc l'épicerie avec la collecte des produits, mettre en place en exposition de façon à ce que les clients se sentent un peu à la maison. Et est-ce qu'il y a des images qui te sont restées, des choses qui t'ont marqué dans cette expérience? C'est vrai que les gens, ils étaient un petit peu frileux de rentrer dans cette épicerie parce que ils viennent pour acheter des produits qui sont à moindre coût. Donc il y a aussi le regard, donc ils ne se sentaient pas très, très à l'aise. Donc du coup, c'est bien de pouvoir les accueillir. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez? Tel ou tel légume. Donc voilà, les aider à se sentir bien au sein de cette épicerie. Un sourire et tout change. Oui, effectivement, un sourire. On portait le cabas d'une dame, ou voilà, donner de son temps. Et ça te procure quelle émotion? C'est vrai que humainement, c'est très enrichissant. Au-delà de travailler dans une association, de faire un don ou de donner de l'argent, en fait, c'est vrai que donner de son temps et donner un petit peu d'aide à cette association, de dire voilà, je suis là pour vous, on sort de cette journée, on est satisfait et c'est gratifiant même pour nous, quoi. Il y a une forme de fierté d'avoir oui, tout à fait. de se rendre utile? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, quand on a préparé notre entretien, tu m'as dit « Ah, je suis à côté d'Olivier Poulini, je vais en profiter, je vais lui faire passer un message. » Donc il est là, à côté de toi. Donc qu'est-ce que tu as envie de lui dire, Olivier? En fait, je voulais vous dire merci parce que grâce au mécénat de compétences, ça m'a permis en fait d'aller de l'avant, d'aller vers les sociétés, vers les associations. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pas fait ça de moi-même. Donc je voulais vous dire merci parce que c'est aussi regarder dans d'autres ESN, on n'a pas forcément la même chose, donc ça peut être vraiment un petit plus pour intégrer Humanis par exemple. Ouais, tu en as discuté avec peut-être des collègues qui sont d'autres ESN, oui, qui ne proposent pas forcément, je pense qu'on fait partie des rares ESN à proposer ce type de mission. Oui. Et c'est vrai que les autres collaborateurs d'autres sociétés sont très envieux. Olivier, qu'est-ce que tu as envie de dire à Fatma? Je dirais merci de nous remercier, et puis ça conforte en fait l'image qu'on peut avoir et le bienfait de ce programme Cœur Humanis, qui a un impact, j'en suis convaincu, sur nos collaborateurs et aussi en externe sur ceux qui pourraient nous rejoindre. Eric, merci Fatma. Merci à vous. Donc Eric, merci à toi d'être là. Donc tu es directeur de projet chez Humanis. Alors Eric, je tenais particulièrement à ce que tu sois là parce que toi, tu as développé un savoir-faire qui rencontre aujourd'hui énormément de succès auprès des associations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, à la différence de Fatma, c'est dans le périmètre de mes compétences. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire de chef de projet en centre de contact. Ça consiste à définir et valider avec les associations les spécifications fonctionnelles pour déterminer le dispositif adapté à mettre en œuvre pour réaliser leurs objectifs. Oui, alors là, tu rentres dans le détail, mais oui. Si on devait résumer, toi, ton savoir-faire, c'est l'animation de centres d'appel, de centres téléphoniques. Tout à fait, c'est le pilotage de projet en centre d'appel. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte après coup qu'aujourd'hui, les associations sont très demandeuses de campagnes d'appel téléphoniques. Oui. Pourquoi faire? C'est une opportunité pour les associations, mais c'est également un besoin. C'est l'opportunité de réaliser des campagnes de télémarketing par tout mode de contact, que ce soit le téléphone, en réception ou en émission d'appel, par mail, par SMS, par chat, par réseau social. Et c'est également l'engagement d'Humanis en termes de moyens. C'est-à-dire que c'est la garantie pour les associations que les prestations de services qu'on réalise pour elles sont réalisées avec le même niveau d'exigence. On peut peut-être donner quelques exemples pour illustrer un peu toute notre valeur ajoutée. Les 2 dernières campagnes que nous avons réalisées, la première pour APT, Pôle Répit Autisme, c'était une campagne d'appel avec une campagne de relance de mail et l'organisation d'un webinar auprès d'une cible de psychologues et de pédiatres pour les inciter à s'inscrire sur la plateforme Praline de l'association APT, qui met en relation des familles concernées par l'autisme et des spécialistes qui sont à même d'intervenir à domicile auprès des autistes.
Donc nous, notre rôle, ça a été de contacter sur un fichier Tout à fait. de médecins, De psychologues et de psychologues. pédiatres, à peu près 1000 contacts. Et de leur donner envie d'être référencés auprès de cette association. Exactement. Voilà. Et ça, D'être c'est quelque intégrés sur la chose que plateforme. l'association ne peut pas faire seule. Elle n'a pas toujours les moyens de faire cette relance C'est ça. téléphonique. Elle peut le faire seule, mais ça nécessite beaucoup de temps. Et l'objet de ces missions pour les associations, c'est justement de dégager du temps pour leurs bénévoles, pour qu'ils se recentrent sur leur cœur de mission. Donc là, tu nous as donné l'exemple APT. D'autres missions? Oui, pour Ella, Olivier en parlait. Et nous là, avons c'est réalisé, l'association de Zinedine Zidane. Exactement, c'est Voilà. l'association européenne contre les leucodystrophies. Oui. On a fait une campagne d'appel, de prise de rendez-vous en visioconférence et rendez-vous physique pour l'association, pour développer leur mécénat et leur partenariat avec des grandes entreprises. C'est-à-dire que la cible, c'était uniquement des directeurs RH, des directeurs en charge du RSE au sein de grands groupes. Donc c'est comme une campagne de prospection, mais au profit d'une association. Exactement. Ça répond à un besoin pour les associations, puisque, comme je disais, ça demande beaucoup de temps. C'est des milliers d'appels et c'est, entre guillemets, un peu ingrat pour les bénévoles des associations de passer leur journée à émettre des appels. Nous, c'est notre métier. On est tout à fait en capacité de mettre en place des dispositifs et avec des ressources, comme Fatma, volontaires et impliquées. Tout ça, c'est gratuit pour l'association, vu que ça rentre dans le mécénat de compétences. Et nous, on met à disposition nos meilleures compétences, comme si c'était pour des clients. Hein, c'est ça? Exactement. Et on réalise ces prestations avec le même niveau d'exigence, je le respecte, avec le même niveau d'exigence et les mêmes engagements. Olivier, c'est formidable cette offre collecte de dons, ou C'est, campagne d'appel. Oui, je trouve que c'est intéressant de voir en fait les différentes interventions et ce qu'a pu décrire Eric, puisqu'on est finalement dans le panel des interventions classiques d'Humanis pour ses clients. Il peut y avoir de l'intervention très ponctuelle, mais là, on parle d'organisation. Et Alain l'a dit tout à l'heure, c'est dans le cadre la difficulté pour une association, c'est de bien définir son besoin. Et là, on est proactif, c'est-à-dire qu'on arrive avec une offre packagée dans laquelle on explique qu'on peut aller faire de la recherche de dons, on peut aller faire des campagnes de remerciements, d'inscription à des webinaires ou autre chose. Donc on arrive avec du clé en main et les associations ne pensent pas toujours qu'on est capable, dans le cadre d'un mécénat de compétences, de proposer une offre aussi élaborée. Donc bravo, parce que ça fait mouche. Je pense que ça plaît en interne à nos collaborateurs. Et évidemment que les associations sont très friandes de ce genre de prestations. Voilà, donc profitons-en, on a des associations qui nous regardent, peut-être ont-elles envie de lancer prochainement une campagne d'appel, que ce soit sur leurs abonnés, collecte de dons, notoriété image ou tout autre. Ben, venez nous voir, on vous recevra déjà à bras ouverts et on verra s'il y a possibilité, dans le cadre du mécénat de compétences, d'assurer pour vous une prestation de grande qualité. Là, c'était le message aux associations. Olivier, je te propose, pour conclure, peut-être de faire passer un message à nos collaborateurs ou même à nos futurs collaborateurs. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? L'occasion est trop belle. J'ai envie de leur dire que, tout comme les associations, on les encourage à venir, à être curieux sur ce programme Cœur Humanis. On a des collaborateurs qui l'ont démontré, sont impliqués, ont fait preuve de solidarité tout au long de la crise sanitaire, de la Covid. Je pense qu'avec les exemples qu'on a pu avoir aujourd'hui de nos collaborateurs qui ont vraiment cette fierté d'appartenance et puis qui ont réussi à avoir à titre personnel des satisfactions, je vous encourage tous, collaborateurs d'Humanis, à faire preuve d'un peu de générosité et d'être des représentants de ce programme Cœur Humanis. Donc vive Cœur Humanis, le message est passé. Donc Eric, Fatma, Olivier, merci beaucoup. Merci aussi à tous nos internautes, candidats, associations, clients qui ont pris le temps de regarder cette émission. J'espère que ça vous aura donné plus d'informations sur ce qu'est le mécénat de compétences. En attendant, on vous donne rendez-vous le mois prochain sur un autre sujet, donc des Talks Humanis, l'émission. Restez connectés et à très bientôt.